Retrouvez dans un instant l'enregistrement de la journée atelier « Partager ses marque-pages » à la librairie Ombre Blanche, mercredi 13 mai 2026, avec l'association Le Marque-Page du banquet du livre d'été de la Grâce et en complicité avec les éditions Verdier. Les autrices et auteurs Tiffaine Samoyo et Christophe Prado partageaient une page des livres Le Terrier de Franz Kafka et La Boucle de Jacques Roubaud. Bonne écoute. Nous allons commencer, ou plutôt recommencer cet après-midi, donc placé, vous l'avez bien compris, sous le signe des marque-pages. Et nous allons ouvrir une double session cet après-midi. Nous avons la joie et l'honneur d'accueillir Tiffaine Samoyo, qui enseigne à l'EHESS, et nous avons l'honneur d'accueillir Christophe Prado, qui enseigne, lui, à la Sorbonne. Ce ne sera pas un match des universités, mais bien plutôt un échange productif de chaque côté du ring entre nos deux versus Roland Barthes, voilà. Voilà. Ni Yann Barthès, ni Roland Barthes, ni Auguste, ni Comte, comme était écrit ce tag fameux sous la statue à la place de la Sorbonne. Bref, tout ça pour vous dire que nous sommes très heureux de vous accueillir. Vous pouvez lire de Tiffaine, et je crois qu'on les trouve sur la table, Toutes sortes de misérables, qui vient de sortir au mois de mars, et de Christophe, paru l'an passé et décoré par le prix de l'Académie française, excusez du peu, Sur les lieux. Voilà, Raymond Picard, oui, voilà. Pourquoi, mais c'est très bien, Raymond Picard, on ne le lit pas assez. Le tag, c'est ni Comte ni Sponville. Ni Comte ni Sponville, voilà. ni Comte ni Sponville, voilà, je ne vais pas y arriver. Bon, alors, ce ni Comte ni Sponville, Mylène mi-coton. Donc, je reprends. Bon, ça va être compliqué. Alors, Tiffaine va nous parler du Terrier de Kafka, tandis que Christophe va nous parler de La Boucle de Roubaud. Et il est temps, effectivement, que je la boucle. Je vous laisse la parole. On préférait te la laisser parce que nous serons, je pense, beaucoup moins drôles. Mais on va quand même essayer d'assurer. Donc... une personne qui va se reconnaître et qui m'a dit tout à l'heure quelque chose de très beau que je voudrais partager avec vous, qui est que elle me dit vous avez les marque-pages des livres et nous avons les marque-pages de la vie, de l'existence, qui sont les personnes croisées et qui ont fait connaître des livres et qu'elle définissait comme ça, comme des marque-pages de l'existence, et j'ai trouvé que c'était magnifique, donc merci. Et ça me donnait l'occasion de commencer. Donc moi j'ai choisi le Terrier en pensant que tout le monde choisirait ce texte. Et en me disant qu'on allait me demander de retirer parce que Gilles Moutot avait déjà choisi le Terrier. Bon, finalement il a choisi un texte assez proche, en tout cas d'un auteur qui avait probablement lu le Terrier, puisque le Terrier est un des derniers textes écrits par Kafka. Il l'a écrit très peu de mois avant sa mort, et il n'a été publié que donc de façon posthume, comme un certain nombre de ses textes, par Max Brod, qui donc ne l'avait pas brûlé, qui lui a donné son titre, sur lequel je vais revenir, puisque c'est un titre qui, en français, ne traduit pas exactement le titre que Kafka n'a pas donné au texte en allemand. Mais c'est quand même important, hein, puisque le titre allemand, donné par Brod, mais je précise quand même que Brod avait discuté du texte avec Kafka, qui le lui avait lu à haute voix. Ce titre allemand, donc, est Der Bau. Et Der Bau, on l'a entendu ce matin dans Bauhaus, on peut l'entendre aussi dans Märzbau, on peut l'entendre dans quantité de syntagmes en allemand. Ça veut dire construction. Mais ça veut dire construction en deux sens, hein. C'est à la fois l'acte de construire et ce qu'on a construit, hein. Donc ce sont les deux en même temps. Et toujours dans le mot Bau, il y a le mouvement de construire et l'achèvement ou le non-achèvement de ce qu'on est en train de construire. Et donc il y a cette ambiguïté et cette force en fait de contenir les deux acceptions.
et qui parle évidemment de l'écriture même de ce texte, qui est toujours en train de s'écrire, hein, puisque c'est un texte qui ne cesse de bouger et de fuir et de s'inachever. Il se termine sur un article d'Air. Manifestement, Braud raconte avoir entendu le texte beaucoup plus achevé, en tout cas, que l'état dans lequel il a pu publier ce qu'on appelle aujourd'hui la liasse du terrier. Et donc, c'est un texte dont on n'a pas retrouvé la fin. Hein. Donc, c'est une construction aussi textuelle, en éboulie, en quelque sorte, enfin effondrée. Effondrée, mais également partiellement reconstruite, hein, puisque d'une version à l'autre de leur publication, hein, en allemand mais aussi en français, on a des éléments nouveaux qui émergent de cette construction textuelle. Et en particulier, dans la dernière édition, la dernière traduction en français, mais qui repose aussi sur la dernière édition en allemand des œuvres complètes de Kafka, un petit fragment qui était inédit jusqu'à présent, qu'on ne connaissait pas, qui précède le texte que l'on connaît sous le nom du Terrier, et qui fait partie de ce que Lefebvre a appelé la liasse du Terrier. Donc voilà, la liasse, c'est-à-dire des fragments épars, hein, qu'on a bien du mal à rassembler en livre. Même si, je le dis pour les personnes qui ne l'auraient pas lu, c'est un texte assez long, hein, de Kafka. C'est pas comme les petits fragments, les petites nouvelles qui font 4 ou 5 pages. Hein. C'est un texte qui est à peu près de la taille de la Métamorphose, pour vous donner une idée, c'est-à-dire un petit roman ou une longue nouvelle. Enfin, évidemment que le texte résiste à cet enfermement générique, mais voilà, c'est un texte long et donc inachevé. Et donc on a ce petit fragment. Donc j'ai préféré dans le marque-page donner le marque-page du début du texte tel qu'on le connaît, hein, et parce que aussi je veux parler de sa première phrase. Mais puisque vous l'avez sous les yeux dans le petit livret, je vais vous en lire un autre passage qui est ce petit fragment nouveau, inédit, donc on a découvert il y a quelques années lorsque l'on a de nouveau publié ce texte. Vous allez voir, c'est très curieux. La plaine s'ouvrit alors devant K, et tout au loin, dans le ciel bleu, sur une petite colline, à peine reconnaissable, apparut la maison où il voulait se rendre. Mais il fallut attendre encore jusqu'au soir, et bien des fois, au cours de la journée, il perdit de vue ce but, jusqu'à ce que soudain, sur un chemin de terre qui s'assombrissait déjà, il fut enfin au pied de la colline. Voilà donc ma maison, se dit-il, une petite maison vieille et pitoyable, mais c'est la mienne. Et dans quelques mois, elle aura un autre air. Puis il monta à travers les prés jusqu'au sommet de la colline. La porte était ouverte d'ailleurs. On ne pouvait absolument pas la fermer, car l'un de ses battants manquait. Un chat, installé jusque-là sur le seuil, disparut en poussant de grands cris. D'ordinaire, les chats ne crient pas comme ça. Les portes des 2 pièces, à droite et à gauche de l'escalier, étaient ouvertes. Il y avait là 2 ou 3 vieux meubles, à moitié démolis. Sinon, tout était vide. Mais d'en haut, descendant l'escalier qui se perdait dans l'obscurité, une voix tremblante, une sorte de râle, demanda qui venait là. K franchit d'une grande enjambée les 3 premières marches, dont le milieu était effondré. Bizarrement, les fractures semblaient toutes fraîches, comme si la chose datait d'aujourd'hui ou d'hier. Et monta. En haut également, la porte était ouverte. J'ai aménagé le terrier et il a l'air réussi. De l'extérieur, à dire vrai, il n'y a guère de visible qu'un grand trou. Mais ce trou-là, en réalité, ne mène nulle part. Après quelques pas seulement, on bute sur une solide roche naturelle. Je ne veux pas me vanter d'avoir intentionnellement mis au point cette ruse.
C'est au contraire le résidu de l'un des nombreux essais de terrier voués à l'échec. Mais finalement, il m'a semblé avantageux de laisser cet unique trou non comblé. Voilà, j'arrête là ma lecture et vous avez la suite du texte que j'avais retenu dans le petit volume de marque-page. Et si j'ai pas choisi de mettre dans ce volume le premier fragment, c'est que dans toute autre édition disponible du Terrier, il ne figure pas. Hein, et donc voilà, vous auriez pu vous dire, mais d'où vient ce texte qui, il est vrai, hein, vous avez reconnu l'initiale K. Et puis l'impossibilité d'entrer dans une demeure qui à la fois est présente et se dérobe. Vous aurez reconnu bien d'autres textes de Kafka et d'une certaine manière ce petit fragment qui est donné aujourd'hui comme appartenant au Terrier, en réalité pourrait appartenir à bien d'autres œuvres, hein, aussi bien Le Château que d'autres œuvres de Kafka. Et c'est aussi lié au fait qu'on sans doute on ne sait pas où placer ce texte, et il me semble que ça traduit aussi l'effet que me fait ce texte et beaucoup de textes de Kafka, et je pense que ce sera quelque chose qui sera partagé par beaucoup d'entre vous, qui est qu'on n'y est jamais entièrement chez soi. Et on n'y est jamais entièrement chez soi parce que quelque chose se dérobe, hein, l'entrée se dérobe, et on a beau multiplier les lectures allégoriques, philosophiques, interprétatives, etc. Toujours quelque chose empêchera qu'on puisse, comme le disait Anne Simonin ce matin à propos de Peggy, qu'on puisse y être confortablement installé dans un sens et même dans un état du texte. Alors, je disais, j'ai un petit peu parlé rapidement de la traduction du titre. Je voudrais parler maintenant de la traduction de la première phrase. J'ai aménagé le terrier et il a l'air réussi. Dans les traductions françaises précédentes, le texte, bizarrement, et ça c'est quelque chose que je trouve très fascinant, les autres traducteurs ont traduit par « j'ai aménagé mon terrier » et il a l'air bien réussi. Comme si cette indétermination du terrier, c'est-à-dire est-ce le terrier du narrateur ou n'est-ce pas son terrier, était presque insupportable pour le lecteur ou le lecteur attentif, le lecteur empathique, le lecteur aimant qui est le traducteur, ne pouvait pas supporter que ce terrier ne fût pas le sien. Or, dans le texte allemand, il n'y a absolument pas de possessif. Et cette idée de donner, de la part du traducteur, de donner le terrier au narrateur, est un geste, un don qui témoigne aussi sans doute de l'inconfort et de grand malaise que suscite ce texte chez ses lecteurs. Et je trouve ça... Et donc j'aime aussi énormément ces traductions qui hyper traduisent par mon terrier. Mais donc Jean-Pierre Lefebvre, dans la dernière édition de Kafka en Pléiade, a rétabli le terrier, a maintenu néanmoins la traduction d'Herbao par le terrier, qui nous invite, nous, lectrices françaises, à lire ce texte comme la narration d'un animal, ce qui n'est jamais absolument dit dans le texte. Et donc, j'ai un peu regardé quel animal, parce qu'évidemment, c'est une interprétation. Donc, chez certains, c'est un animal masculin, le blaireau, parfois le chien. Chez d'autres, c'est un animal féminin, la taupe. Donc voilà les variantes. Voilà. Et ce ne sont jamais des animaux de même taille. C'est tout à fait curieux parce que c'est une interprétation. À chaque fois que l'on nomme un animal, voire même que l'on dise qu'il s'agit d'un animal, est une interprétation. Et une interprétation rassurante, parce que le fait de ne pas savoir qui habite cette absence de chez soi, qui habite cette absence de maison, ou cette maison qui est aussi une ville, qui est aussi une tombe, qui est aussi
un lieu absolument défensif, hein, puisque d'Herbao, la manière dont l'organisation de l'espace est faite, on pense évidemment aux tranchées de la guerre de 14, et même les bruits qui assaillent le personnage narrateur correspondent en fait à des récits qui ont été faits par des soldats totalement angoissés par les bruits de tranchées creusées non loin des leurs. Hein, et donc on a tous ces éléments. Donc on a une construction que la traduction française familiarise, hein, parce que le terrier, avec l'animal dedans, on a par moments le silence, l'abri, quelque chose de... Alors certes, le texte est ambigu, hein, il y a des moments où le lieu paraît un petit peu protecteur, mais aussitôt après, hein, cette protection se défait, et l'impression de défamiliarisation est absolument totale. Hein, et donc j'insiste sur ce point, à quel point l'appeler le terrier et y mettre une taupe dedans familiarise un texte qui en fait, voilà, où on ne pourra jamais être complètement chez soi. Et dans l'organisation, ça c'est quelque chose que Jean-Pierre Lefebvre montre bien aussi dans les notes de la Pléiade, c'est à quel point, au départ, on a une construction qui apparaît celle d'un intérieur et progressivement qui s'étend de façon un peu tentaculaire jusqu'à former la ville de Prague, avec des toponymes de la ville de Prague comme la Burgplatz, par exemple, hein, qui est au centre du Bao, du terrier, et qui est entièrement représentée, mais sous la terre. Donc dans une sorte d'image inverse aussi de la construction de la ville. Et il souligne également cette proximité, cette inversion entre Prague et Grab, hein, puisque voilà, si on retourne le nom de Prague, on a Grab qui signifie tombeau. Voilà, alors j'ai pas mal d'autres choses à dire, mais peut-être que je vais te laisser la parole d'abord, et puis on... Hein oui, et en fait, je la prends la parole en élucidant une sorte de petite énigme que je t'avais soumise, parce que lorsque tu m'as dit que tu choisissais ce texte, Le Terrier, je t'ai répondu que j'avais beaucoup pensé au Terrier quelques mois plus tôt, et que je l'avais même relu, en fait, pour une raison... à cause d'un étonnement. En fait, tu as très bien défini, je trouve, l'expérience à laquelle on est confronté en lisant Kafka. On n'y est jamais tout à fait chez soi, ce sentiment d'être inconfortablement installé dans un univers qui vous accueille mais qui vous rejette également. Et une des conséquences de cette expérience esthétique, c'est que pour ma part, je n'ai jamais rencontré en lisant d'autres livres, enfin, des livres d'autres écrivains que de Kafka, le même sentiment. C'est-à-dire que jamais je me suis dit devant un autre texte, on dirait Kafka. Et en fait, j'ai fait cette expérience en décembre dernier, de façon parfaitement inattendue, en lisant un écrivain que je n'aurais jamais eu l'idée de rapprocher de Kafka, pour des raisons professionnelles, parce que j'étais requis pour une soutenance de thèse consacrée à Louis Pergaud. Louis Pergaud, c'est un contemporain de Kafka, ils sont nés la même année, il est mort un peu plus tôt, en 1915, dans la guerre des tranchées. Et il est connu évidemment pour la guerre des boutons, mais également pour ses récits animaliers. Et en fait, en le lisant, je me suis dit c'est étrange, mais c'est quelqu'un en fait qu'on rapproche assez souvent qu'on inscrit dans la lignée des écrivains fabulistes et qu'on le rapproche de La Fontaine, mais qu'en fait il est situé quelque part entre La Fontaine et Kafka. Mais reste à savoir où. Et il y a un de ces textes qui est vraiment très étonnant, qui s'appelle Le viol souterrain, où on est invité à accompagner dans les dédales de son terrier la taupe Nyctalette, qui va être violée au fond de son souterrain par une autre taupe. Et c'est un texte vraiment tragique, extrêmement effrayant, où tout d'un coup je me suis dit, ah là il y a quand même quelque chose qui résonne avec Kafka. Comme s'il y avait un devenir Kafka chez Louis Pergaud, ce qui est un peu
étonnant, parce qu'évidemment, c'est des écrivains qu'on ne rapprochera pas spontanément. Ce faisant, en fait, j'ai tout d'un coup cette machine associative qui était complètement fermée, c'est-à-dire que Kafka, moi, c'était Kafka et c'était un univers qui était rétif à toute mise en relation, s'est mise à fonctionner. Et donc, en fait, je me suis dit quand même, le terrier, ça résonne aussi avec des nouvelles comme Le Horla, par exemple, où c'est là encore une histoire d'une maison qui est dans laquelle on est, qui fait univers, dans laquelle on est installé, et puis cette maison, on découvre qu'on n'en est pas le maître. Évidemment, le dispositif est très différent. C'est une nouvelle qui est moins déstabilisante que le terrier, si on tenter qu'on puisse parler de nouvelles pour le terrier, parce que précisément il n'y a pas tous ces effets d'éboulis. Mais ce qui m'a, disons, fait penser au Horla, c'est un des passages les plus vertigineux du terrier que je voudrais lire pour compléter ta lecture, parce que c'est un passage où on se heurte à l'impossibilité de la représentation et qui est affreusement effrayant, et où la maison et le monde intervertissent radicalement leur qualité. Je lis le texte, et ce ne sont pas, dans la traduction donc de Lefebvre, et ce ne sont pas seulement les ennemis extérieurs qui me menacent, il y en a aussi à l'intérieur de la terre. Je ne les ai pas encore vus, mais les légendes en parlent et j'y crois fermement. Ce sont des créatures de l'intérieur de la terre. Même la légende n'arrive pas à les décrire. Et même celui qui a été leur victime les a à peine vues. Elles arrivent, on entend leurs griffes gratter juste en dessous dans la terre, qui est leur élément, et on est déjà perdu. Le fait qu'on soit dans sa maison n'est pas non plus un recours valable, au contraire, on est dans leur maison. Le fait qu'on soit dans sa maison n'est pas non plus un recours valable, au contraire, on est dans leur maison. On est en fait dans leur... la terre et leur milieu. Et donc la maison est une pure illusion. En fait, on est dans leur maison. C'est un passage que j'ai toujours trouvé absolument vertigineux et dont on retrouve en fait on retrouve quelque chose de cette qualité de vertige dans les passages les plus intenses du Horla. Donc c'est une expérience un peu déstabilisante, parce que j'aurais jamais cru en fait à un moment donné être amené à quand on se confronte à Kafka, en fait on circule à l'intérieur de l'œuvre de Kafka. Ce que tu disais, on ne sait pas très bien comment assigner ce fragment. On a tendance évidemment à le rapprocher du procès à cause de l'initiale, etc. Mais ça. Et là, tout d'un coup, il y a eu une machine associative qui s'est mise en place, à cause de la violence de ce texte, le viol souterrain. Oui, juste pour finir sur Kafka, parce qu'après, il faut qu'on passe à Roubaud, quand même. On en a parlé ce matin aussi, Gilles en a parlé, mais de cette porosité entre la maison et le monde, qui a été... quand même la raison de mon choix, mais qui débouche en fait sur cette inversion, mais qui est en même temps un emboîtement. Et donc on ne sait pas comment. Si tu dis que ça c'est une épreuve pour l'imagination, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer cette figure matérielle, géométrique, qui serait à la fois une inversion et un emboîtement. C'est très difficile à imaginer. Enfin, j'imagine qu'on peut y arriver, mais c'est très compliqué. Donc, de la maison est dans le monde, mais elle inverse le monde, et vice-versa. Donc, quelque chose de cet ordre qui a lieu et qui est aussi une réflexion sur la guerre, sur l'ennemi, sur l'hospitalité comme hostilité,
mais dont certains aussi font une pure allégorie de ce qui se passe dans la tête, hein, c'est-à-dire la maison intérieure et tous les circuits de neurones que l'on a dans la tête et qui se mettent à certains moments à dysfonctionner terriblement, hein, puisque certaines analyses font de ce texte un pur texte de délire, de persécution. Mais il n'est évidemment pas que ça, et c'est en cela qu'il est provoquant, hein, par rapport à l'énoncé la maison, le monde. À Roubaud, donc le texte que j'ai choisi fait partie vraiment de mon trésor de guerre de lecteur. C'est un livre qui a été bien malmené. Je n'ai pas l'habitude de les malmener autant. Et d'ailleurs, quand je regarde la façon dont j'ai pris mes notes, je suis un petit peu effrayé. En fait, j'ai l'habitude de créer une sorte de table des matières personnelles sur les... Enfin, mais je ne le fais pas pour toutes mes lectures. C'est des livres vers lesquels je reviens régulièrement, d'ailleurs. Et donc, c'est un long compagnonnage. La boucle, c'est la deuxième branche donc donne quelques éléments bibliographiques pour ceux qui ne connaissent pas ce livre. C'est la deuxième branche d'un ensemble qui a pour titre collectif Le Grand Incendie de Londres, qui comporte 6 branches, mais 7 volumes, dont certaines branches d'ailleurs ne sont pas complètes. En fait, il y a des versions courtes de branches dont on sait qu'il existe une version longue. Certains fragments de ces versions longues ont été... c'est ça c'est le premier tome, ou la première branche. Le mot branche étant emprunté par Roubaud à la littérature médiévale et dont il sera question tout à l'heure avec Érec et Énide. Roubaud étant grand lecteur de la littérature médiévale. Et donc le Grand Incendie de Londres a été publié entre 1989 et puis 2008. Et les 5 premières branches, celles qui ont été publiées aux éditions du Seuil, ont été réunies dans un énorme volume de 2100 pages qui comporte donc la quasi-totalité de l'entreprise, sauf la dernière branche qui a été publiée chez Nous en 2008, la dissolution. La 5e branche, la branche numéro 2, la boucle, c'est la branche des enfances, hein, comme on dit justement dans la littérature médiévale. C'est la branche des enfances qui se donne comme une tentative d'élucidation et de description aussi systématique que possible d'une suite d'images mentales. C'est-à-dire qu'il s'agit pour Roubaud de se ressaisir de son enfance dans un but plus général qui est l'élucidation d'un projet dont le Grand Incendie de Londres se donne pour les ruines. C'est les ruines d'un projet de mathématiques et de poésie que Roubaud n'a pas mené à bien, qui comportait également un roman qui aurait dû avoir pour titre Le Grand Incendie de Londres. Et ce que nous lisons, en fait, sont les ruines de ce projet, mais également l'élucidation de ce projet. Une sorte de manière prétéritive de réaliser ce que Roubaud a renoncé à réaliser après la mort de sa femme, Alix Cléo Roubaud. Donc dans la boucle, il essaie de décrire aussi précisément que possible, disais-je, une suite d'images mentales qui le ramènent à ses années d'enfance pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il vit avec ses parents et son frère et sa sœur à Carcassonne, dans une maison qu'on peut encore voir aujourd'hui, au 1 rue d'Assas. Roubaud y arrive en 1937 à l'âge de 5 ans et il y reste jusqu'en 1945
Ses parents sont ensuite amenés à rejoindre Paris. Lucien Roubaud et Suzanne Molyneux, ses parents sont des normaliens agrégés de philosophie et d'anglais qui sont également des résistants, et ils sont amenés en fait à la Libération à jouer un rôle dans la reconstruction du pays, et ils emménagent à Paris, rue d'Assas, dans une autre rue d'Assas, qui est celle cette fois-ci du quartier latin, où Roubaud retrouve donc un lieu qui n'est plus une maison, qui est un appartement, et le jardin privé, le jardin de la familiale, a été remplacé par un jardin public, le jardin du Luxembourg. Ce qui est une façon en fait de prendre acte de la perte d'un paradis perdu, qui est celui en fait de Carcassonne. Donc le texte que j'ai retenu se situe au début du livre. C'est le premier moment de prose, hein, comme Roubaud appelle ces éléments qui sont des sortes de chapitres, de courts chapitres. Je lis le texte. De certaines chambres, lit, je ne peux évoquer qu'une seule image, qui demeure toujours la même, et tout ce qui ne s'y trouve pas me reste hermétiquement fermé. Mais j'ai de cette chambre ancienne une vision multiple, quoique unifiée, faite d'un collage, de la superposition puis de la fusion de très nombreuses visions séparées, devenues alors indiscernables, à partir d'un point, celui d'où cela se regarde, un point central en haut du lit, presque en coin. Il y a un haut et un bas du lit, comme si couché on s'imaginait encore vertical. Le point de la vision en haut, de page, c'est là que dans une lettre on met l'adresse de l'expéditeur. Pas de couleur, non, pas de couleur. Voir ainsi ensemble toutes les autres images surgies de ce même lieu, l'ongle sur la vitre gelée, les carreaux de nuit, ce que le jour dans les vitres fera paraître, suppose des yeux multiples, des mains innombrables, pleines de doigts. Qui se souvient est à la fois un argus, un être à 100 yeux, et une pieuvre, être à 100 bras. Dans le froid, mon lit avait des régions chaudes ou froides. Le froid y voisinait intensément avec le chaud. Pincer les oreilles, le nez. Voilà, n'est-ce pas, le vrai incontournable, la banalité même de la température. On conquiert le soir autant de territoires qu'il est possible sur le froid, livrant l'analogue des batailles d'une campagne de Russie, qui proposait un modèle stratégique au jeu de cette conquête, nuit après nuit renouvelée. Je ne parle pas de l'historique, la désastreuse, la napoléonienne, mais de celle qui se déroulait alors dans les lits immenses de l'Ukraine, contemporainement, et qui nous était dévoilée chaque soir à la radio de Londres. Les victoires alliées confirmées avec retard par l'annonce de nouveaux replis élastiques allemands, à celles de Paris occupées. Restaient réfractaires à la douceur toujours les sibériennes régions des trois bords, entre les parois verticales du matelas et les couvertures qui s'enfoncent loin sous lui. Au matin, la chaleur diffuse du corps dormant avait réduit les poches de résistance, Stalingrad désarmé du gel. Il y avait, je les vois, 2 autres lits dans la chambre, de l'autre côté de la fenêtre, celui de ma sœur Denise, au fond, si je regarde encore du même point, celui de mon frère Pierre, à gauche de la porte. Vu depuis la porte, au contraire, cette disposition d'origine parentale, je veux dire définie par les parents, organisait l'espace de la chambre suivant l'âge de ses occupants. Si on saisit cet espace dans le mouvement de la vue, comme j'ai l'habitude de le faire, et comme si la surface plane du monde, et pas seulement celle du lit, était devenue verticale, telle aussi une page. De gauche à droite et de haut en bas, il me semble que la lumière spartiate venait bien d'une ampoule nue au plafond. À peu près tout le reste a disparu. La boucle, c'est un livre de l'enfance dans lequel il y a assez peu d'anecdotes d'enfance, assez peu de récits de jeux avec des camarades. En fait, on reste entièrement à l'intérieur du cercle familial. Et les images mémoires, on voit plus aux choses qu'aux êtres, même si c'est un livre par ailleurs assez densément peuplé. C'est un livre qui néanmoins fait dans un premier temps confiance à la mémoire des choses, aux sensations que l'on peut avoir des objets. Et le point de départ, c'est une image mentale, celle d'une fenêtre givrée et qui est obscurcie par la nuit. Une nuit qui est à la fois la nuit extérieure, mais également la nuit que comporte la fenêtre elle-même, parce que c'est une fenêtre qui a été recouverte de peinture
pour la défense passive. Hein, c'est-à-dire que on est dans les années de guerre, et donc il faut occulter les fenêtres. Donc le point de départ de cette série d'images mentales que Roubaud va explorer, c'est le souvenir de l'ongle qui gratte la fenêtre, qui gratte le givre sur la fenêtre, et qui, loin de libérer la transparence de la fenêtre, ne fait que heurter le noir, hein, le noir de la nuit, mais aussi celui de la peinture. Le texte tel que je l'ai choisi, en fait, part d'une opposition entre des lieux que l'on conserve dans sa mémoire, mais dont on ne conserve dans sa mémoire qu'une seule image qui demeure toujours la même, écrit Roubaud. C'est ce qu'il appelle, dans sa terminologie, une piction, c'est-à-dire une image dont il dit parfois qu'elle est oisive. C'est une image, en fait, qui ne permet pas, qui ne contient pas de mouvement, qui est immobile et qui ne permet pas de prendre appui sur elle pour explorer son hors-champ. En fait, c'est une distinction. Il distingue en fait la piction et l'image, prenant appui sur Wittgenstein pour ce faire. Et on a des lieux dont on garde en nous une vision multiple, quoique unifiée. Hein, peut-on lire dans le texte. C'est le cas de cette chambre d'enfance dont il a en fait non pas une piction, mais une image. C'est-à-dire qu'il peut circuler à l'intérieur de la chambre, et mieux que cela, il peut sortir de la chambre. C'est-à-dire qu'il est capable de se projeter en esprit dans le jardin, de descendre dans le jardin par la fenêtre, ou de descendre dans le jardin par l'escalier. Donc en fait, c'est une image qui contient du temps, et qui, contenant du temps, donne à Roubaud, à celui qui se souvient, à celui qui explore l'image mnésique, donne la possibilité d'un mouvement. Et cette image multiple, cette vision multiple, quoique unifiée, en fait, en essayant de la décrire le plus précisément possible, Roubaud s'aperçoit qu'elle a un point focal, qu'elle part d'un point, qu'il y a un point central. Et ce point central, c'est le lit, qui, comme le disait ce matin Gilles Moutot, fait foyer. C'est-à-dire que c'est le lit depuis lequel tout l'espace s'organise, mais c'est également le lit dans lequel on lutte contre le froid. Puisque là, ce qui dramatise tout le passage, c'est ce froid intense d'un hiver de la Seconde Guerre mondiale, où non seulement il fait très froid, mais on ne peut pas chauffer les maisons. Et donc le texte décrit la lutte contre le froid, et c'est ce qui va permettre progressivement, à partir donc d'une réflexion sur cet espace orienté, puisque la chambre se donne à celui qui se souvient depuis ce lieu central qui est le lit, ce qui donc progressivement va faire de cette chambre un analogue de l'Europe en guerre, puisque en fait le froid est un ferment qui démesure. Qui démesure la chambre, qui fait que la chambre devient aussi vaste que les plaines de l'Ukraine, qui deviennent à leur tour des lits immenses, les lits immenses de l'Ukraine. Le lit est comme une plaine, comme une de ces plaines ukrainiennes où s'opposent les armées soviétiques et les chars allemands, et puis de façon réversible, les plaines de l'Ukraine sont imaginées comme des lits immenses. Donc le vocabulaire, la terminologie guerrière envahit progressivement le texte, et cette invasion du monde, de la maison par le monde, se fait par l'intermédiaire d'un objet
devant lequel on se réunit en famille, c'est la radio. La radio qui est une radio double, puisque c'est la radio, cette radio qu'on écoute en famille, c'est la radio de Londres, mais c'est également la radio de Paris. Avec un travail de conversion qu'il est nécessaire de faire. Ce qui se dit comme une victoire alliée à la radio de Londres se dit comme un repli stratégique, un repli élastique à la radio de Paris. Il y a un bilinguisme de la radio qui renvoie évidemment à la clandestinité des parents qui jouent un rôle assez important dans le réseau de résistance, qui est d'ailleurs également celui de Marc Bloch. Et un point très important, me semble-t-il, c'est la manière dont Roubaud déjoue une lecture qui s'impose dans un premier temps au lecteur probablement, en tout cas il suppose que c'est ainsi que les choses vont se passer, l'analogue d'une campagne de Russie. Écrit-il, il se joue dans ce lit comme l'analogue d'une campagne de Russie. Immédiatement, il déjoue l'association possible que le lecteur pourrait faire avec la campagne de Russie napoléonienne, pour insister sur le fait qu'il ne s'agit pas non pas de cette campagne historique, désastreuse, écrit-il, le passage de la Bérésina, etc., mais de celle qui se déroulait alors dans les lits immenses de l'Ukraine contemporainement. Cet adverbe en fait, qui s'étend au cœur de la phrase insiste sur ce présent, sur le fait que c'est le temps présent qui envahit le lieu. Alors ce que décrit ici Roubaud, pour décrire ces images mentales, Roubaud, et je vais bientôt finir, s'appuie sur des techniques dont il a pris connaissance essentiellement dans le livre de Francis Amelia Yates, qui s'appelle L'art de la mémoire. Il y a d'ailleurs un livre de Francis Amelia Yates dans la librairie ici, Theatrum Mundi. Donc la technique des arts de la mémoire, qui est une technique qui remonte à la Grèce classique. Roubaud lui a consacré un livre, L'invention du fils de Léoprépès, c'est-à-dire Simonide de Chéos, qui est l'inventeur mythique des arts de la mémoire, qui était donc une technique qu'on enseignait aux orateurs pour leur permettre de dire de mémoire leurs textes lors de leurs interventions en public, et qui consistait à créer des bibliothèques de lieux de mémoire dans lesquels on déposait des images mémoire qui permettaient en fait de traduire n'importe quel énoncé textuel en images que l'on pouvait ensuite retrouver en circulant à l'intérieur de ces bibliothèques de mémoire. Et ces bibliothèques de mémoire, on invitait en fait à les constituer en prenant appui sur sa maison ou sur ses lieux familiers. C'est-à-dire les lieux que l'on a le plus intensément fréquentés, qui sont des lieux qu'on habite pleinement. Cette maison du 1 rue d'Assas à Carcassonne, c'est l'un des lieux de mémoire de Roubaud. Et il circule à l'intérieur de cette maison en adoptant et en adaptant à son propre usage les techniques des arts de la mémoire. Il va d'une pièce à l'autre en y cherchant en fait tout ce qu'il a pu déposer au cours de sa vie. Ce qui fait que cette maison devient en fait une bibliothèque qui est capable d'accueillir le monde. Et c'est une maison de mémoire, mais c'est également une bibliothèque. Le dernier paragraphe du texte tranche sur les deux premiers en introduisant deux autres points de vue, deux autres lits, le lit du frère et le lit de la sœur, et également en invitant à orienter le regard selon une autre perspective, qui est la manière dont la chambre a été organisée par les parents.
Et donc, en fait, le regard se décentre en se situant désormais sur le seuil de la porte, de la chambre, depuis le seuil. Ce qui permet à Roubaud d'achever l'assimilation entre cette image mémoire qu'il nous a décrite et puis une page de livre. Parce que ce qu'il démontre également à travers son travail descriptif, c'est comment, en lisant l'image mémoire, de fait, il a spontanément adopté le déplacement qui est celui de l'œil sur une page de livre. C'est-à-dire que la lecture de l'image mémoire reproduit en fait le dispositif de la lecture dans un livre. Je crois qu'on a... Oui, on a un peu dépassé. Donc je ne prends pas la parole sur Roubaud. Je vais pas le faire. Mais peut-être juste une petite boucle pour terminer. C'est-à-dire que il me semble que tu trouves dans ce fonctionnement de l'image mémoire aussi la matrice de ton propre livre, La Souterraine. Le terrier, quoi. Ah oui. Et donc le terrier. Oui, c'est ce que j'allais dire. Donc le terrier. Et moi, je voudrais terminer sur une image tout élémentaire et domestique, comme dirait Marielle, que m'inspire ce texte sur la manière dont on essaye de se réchauffer dans un lit froid et où on ne le fait que par morceaux. Et je voudrais rappeler un souvenir d'enfance qui sera peut-être partagé par d'autres personnes parmi vous, de mon âge, qui est comment ma grand-mère mettait par métonymie la maison dans le lit et le foyer dans le lit en y mettant une brique. Merci beaucoup. Et on va laisser la parole peut-être. Non, peut-être. Moi, j'ai quelque chose à dire. Oui, alors on va... J'ai une boucle à faire. Voilà, alors notre interlude va être un véritable interlude dans lequel Yann Potin va prendre la parole. Donc Yann Potin va prendre la parole, mais... Oui, je n'avais pas du tout prévu, mais en fait je vais raconter quelque chose sur Roubaud parce que ça m'a beaucoup ému ce que tu as dit. Bon, il se trouve que Jacques Roubaud a été accueilli ici un grand nombre de fois et pour toutes les parties de son œuvre. Et il se trouve qu'il y a très longtemps, il y a une trentaine d'années, dans la bibliothèque du grand-père de ma femme, de Martine, qui était instituteur dans l'Aude à Alette-les-Bains, à côté de Carcassonne, j'ai trouvé un exemplaire du premier livre de Jacques Roubaud, qui avait été édité en 1945, dans mon souvenir, par on va dire une ligue laïque d'instituteurs. Et il a eu un premier prix de poésie. Voilà, et le premier prix, c'était l'édition de ce livre à probablement une centaine d'exemplaires. Et un jour, j'accueille Jacques Roubaud à la gare. C'était vraiment pas la première fois. On s'est vraiment vu souvent. On avait une sorte de lien amical et presque familial. Et je dis à Jacques Roubaud, écoutez, Jacques, je suis très ému. J'ai avec moi, et je l'ai encore à la maison, hein, ce livre que vous avez édité. Et j'ai vu Jacques Roubaud proprement terrorisé. Il me dit, je ne veux pas entendre parler, me disant, sur le chemin de la gare, rue de Bayard, je ne peux pas entendre, c'est pas je ne veux pas, je ne peux pas entendre parler de ce livre, duquel je dirais, pour faire une image, qu'il avait enlevé définitivement le marque-page. Lui. Voilà. Et vraiment, j'ai une très grande émotion à me souvenir de ça, parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui, tout d'un coup, avec une enfance, alors que dans le parc sauvage, par exemple, il revient sur les maisons de l'enfance, et ceux ici et celles de l'Aude reconnaîtront ces images qu'il a données dans le parc sauvage. Voilà. Et là, c'était le gouffre. Voilà. C'est une anecdote, mais quand même, je la trouve, par rapport même à ce que tu viens de dire pour l'enfance, très parlante. Merci. Tu m'excuses. Hein. Je vous en prie, c'était une anecdote forte à propos. Tout est orchestré de main de maître. Et justement, c'est au maestro suprême que je vais laisser le micro. Non, parce qu'en fait, justement, c'est parfait. Le mieux, c'est que tu te saisisses du micro. Exactement. Oui, parce que je vais vous parler de ce rebond, puisque le terrier, vous savez, c'est aussi
dans le langage médiéval, c'est moderne, c'est les plans terriers, c'est le terrage, c'est tout ce qui permet de faire non pas la construction, la propriété, c'est l'inventaire de la propriété. Non, mais c'est pas de ça, même si Kafka est souterrain, c'est un rebond, plus qu'un rebond, donc sur la boucle, qui est effectivement à la fois un livre sur la mémoire et sur la mémoire qui se regarde en train de se remémorer, parce que c'est assez complexe. Et justement, en guise de main tendue vers la fin du mois de juillet, c'est-à-dire le banquet du livre sur La Maison et le Monde, sur cette route, le 23 juin, Marc Bloch va être panthéonisé. Et le marque-page de Christophe et aussi celui de Tiphaine me permet d'aller chercher dans la boucle, dans un des replis de la boucle, quelque chose que nous avons trouvé avec Béatrice Léca, une écrivaine mais aussi productrice à France Culture, en préparant un documentaire sur France Culture, sur Marc Bloch, bon, ça arrive, et donc dans la boucle, qui est publiée chez Fiction et Compagnie, donc Fiction et Compagnie, nous avons commencé la journée avec Anne qui a disparu sur la question de la fiction chez Peggy, n'est-ce pas ? Et ce livre date de 93. Roubaud est né en 32, et quand notre cher Christophe présente la famille Roubaud, il faut vraiment la présenter vraiment. C'est une des familles où il y a le plus de normaliens de la rue d'Ulm. C'est-à-dire, il y en a 2 ou 3 par génération sur 5 générations. Donc vous pourrez avoir la palme quasiment, sachant que l'ancêtre, et c'est de elle dont je vais vous parler, Blanche Molyneux, juste parmi les nations depuis 1967, était née en 1880 à Digne. Elle est morte en 1964 à Lyon. Elle était institutrice, son mari aussi, René. Et c'était vraiment les hussards absolus. Tous leurs enfants ont été normaliens. Tous. Maurice, l'aîné, mort en 29. Franz, mort en 38. Ils sont tous morts jeunes. Suzette, qui s'est mariée avec Lucien Roubaud, qui est le fondateur de Midi Libre. Je vous le dis au passage, parce qu'on dit il a eu un rôle important dans la résistance, le père de Jacques. Oui, il était tout simplement le chef de la résistance du Languedoc. Mais il s'est converti au communisme après la guerre, ce qui, du coup, a fait qu'il a pris Khrouchtchev dans les dents, parce que chez eux, chez les Roubaud, on disait Stalinou, pour parler de Staline. Ben oui, Stalinou. Le 5 mars 1953, vous savez, ça a été un jour noir pour le monde communiste, blanc pour les ombres blanches, mais oui, c'est la date de naissance de Christian Torel. Vous ne le savez pas, mais il est né le jour de la mort de Staline. C'est toujours important de le rappeler. Ben c'est vrai, c'est pas une blague, Bref. Donc Jacques Roubaud, en effet, parle de maison. Tu as parlé de la maison de la rue d'Assas, mais il y a une autre maison fondamentale dans ce livre, qui est à Saint-Félix, à Villeigly. Tout le monde qui connaît un peu l'Aude connaît Villeigly. Villeigly, oui, je sais. Et effectivement, cette maison de Saint-Félix, qui existe toujours, est une autre maison de mémoire. Et je vais vous citer un passage de la boucle qui nous a permis, en fait, de faire passer la fiction à la réalité avec Béatrice. Vous pourrez d'ailleurs voir cela au Panthéon à partir de fin juin, mais surtout, ce qui fait que parfois, il faut croire en la littérature. Puisque c'est un livre de mémoire littéraire, c'est un exercice littéraire sur la mémoire. Tous les spécialistes de Marc Bloch ne l'ont pas lu, et il y avait pourtant quelque chose caché dans le terrier de la page 191. Je vous la lis. Il parle de sa grand-mère, Blanche Molyneux, donc, qui sera déclarée juste en 67. C'est une des premières justes, d'ailleurs, parce qu'elle a caché à Lyon, rue de l'Orangerie, un certain nombre de résistants et de juifs non résistants, et de juifs, notamment Nina Morgouleff, qui joue un rôle important auprès de Marc Bloch, mais auprès d'autres gens, et elle a logé Marc Bloch. Au moment où j'écris, moi, ces phrases, j'ai oublié que j'étais vieux. Au moment où j'écris, moi, ces phrases qui la concernent, Blanche Molyneux, il semble malheureusement redevenu nécessaire d'affirmer la valeur des principes qui furent les siens. Étonnante actualité pour nous, et avec quelque insistance, car j'ai bien peur que le rappel de ces impératifs éthiques ne soit loin d'être désuet, et pour longtemps, particulièrement en France. 93. Dans le long terme des comportements collectifs,
Il est clair que le fait que les Français, à la spectaculaire différence des Danois par exemple, aient été, non pas tous, je trouve la théorie fort répandue qui exprime l'aphorisme « tous des lâches, tous des salauds », non seulement fausse mais répugnante, il y a beaucoup de parenthèses dans la boucle, hein, mais majoritairement pétainistes. Donc, que les Français aient été, non pas tous, mais majoritairement pétainistes, et bien longtemps après Stalingrad et Pearl Harbor, prêts donc, un peu point majoritairement mais à peine, à admettre comme naturel l'antisémitisme empressé des autorités de Vichy n'a pas cessé de se réverbérer dans ce pays. Ma grand-mère ne fut pas directement une combattante, mais elle choisit d'agir principalement pour arracher aux nazis leurs victimes désignées. Je remarquerai cependant que pour elle, comme pour mon grand-père qui, sans être directement associé à toute son action, l'approuva, mes parents étaient aussi entièrement et pleinement en accord, le problème de savoir qui devait dire quoi à qui n'a jamais eu de solution facile, 4 parenthèses incluses, c'est bien l'Oulipo. Il n'était pas question essentiellement d'amitié ou de charité, même laïque. Le questionnaire que j'ai reproduit, puisque un peu plus haut, il reproduit le questionnaire de Yad Vashem qu'ont rempli les enfants de Blanche Molyneux, notamment sa dernière fille, immigrée aux États-Unis, Renée, mariée avec Walter Yehuda, qui ensuite est allé en Israël et qui a fait en fait le dossier en 1966 pour Blanche. Le questionnaire que j'ai reproduit plus haut, parce que c'est aussi un livre écrit avec des archives dans la main, et c'est ça à quoi il fallait croire, et auquel personne n'a cru, parce qu'on croit que la littérature parfois c'est une inspiration, alors que c'est beaucoup une aspiration. On aspire vampiriquement des choses qui sont des traces. Le questionnaire donc, et en fait il l'a sous les yeux ce questionnaire, le vrai, celui de 66, que j'ai reproduit plus haut, fait significativement le silence parmi les raisons supposées des actions de ceux qui sont candidats au titre de juste, précisément sur celle-là, résister. Puisqu'elle devient juste, parce qu'elle a caché des juifs, peu importe qu'ils soient résistants ou pas, et d'ailleurs c'est même pas mentionné. Donc ça c'est tout un passage du livre où en fait l'essentialisation du juif, alors qu'il est en résistance, prend le pas sur l'acte de résister. C'est à méditer. Il tord ce faisant la vérité. Grand-maman, et c'est ça mon marque-page, notre marque-page, grand-maman avait conservé, caché au fond du jardin de la rue de l'Orangerie, dans une cabane de jardin, quasiment un terrier, parmi d'autres témoignages, entre guillemets, la carte d'identité du résistant Marc Bloch. Elle disait parfois que s'il avait choisi le matin, façade de son arrestation, de descendre par les Traboules, pour ceux qui connaissent Lyon, au lieu de suivre le chemin ordinaire de la montée de la boucle. La boucle. Parce que la montée de la boucle, c'est ce qui permet de monter sur le plateau de la Croix-Rousse, et en l'occurrence à la frontière de Caluire et Cuire, où Jean Moulin aussi fut arrêté. Il aurait certainement échappé à la Gestapo. Question de chemin le matin, quand on quitte la boulangerie. Et effectivement, il a été arrêté le 8 mars 1944, au pied de la montée de la boucle, qui donne évidemment une autre signification au titre du livre. Je complète et j'éclaire tout cela par un témoignage. Et ça continue. Eh bien, figurez-vous qu'on aurait eu tort de ne pas croire en demandant à Marie-Louise Chapelle-Roubaud, la dernière femme de Jacques, puisque la première c'était Sylvia Bénichou, la fille de Paul. Paul Bénichou, oui. Plus Raymond Picard que Barthès. Quoique. Bref. Eh bien, personne ne savait si cette carte existait, et il a fallu aller dans une chambre, à Villégly. À Villogly, là où Jobousquet visitait Lucien Roubaud quand il avait encore des jambes. Bref, et donc, dans une chambre, avec un lit, qu'on appelle la chambre du lit de cuivre, qui est très importante, du lit de cuivre, qui était la chambre que Jacques occupait jusqu'à la fin, mais il a refusé l'héritage avec ses frères, mais personne n'a touché à la commode. Et donc on a demandé à un membre de la famille d'aller ouvrir la commode. Alors je vous passe les détails sur les enfants de Roubaud. Et non seulement il y avait une carte, mais il y en avait 3.
Mais je m'arrête là. Et on avait une vraie, une fausse, 2 fausses, et encore plein d'autres documents. Et notamment des pseudonymes de Marc Bloch, ignorés, et surtout, sa vraie carte d'identité qu'il avait conservée jusqu'au bout, tamponnée juif, que je vais pouvoir montrer au Panthéon pendant 6 mois, et qu'il a conservé jusqu'au bout au lieu de la détruire, ce qui était une connerie, ce qui prouve qu'il n'était pas totalement dans la clandestinité, puisqu'il reprenait son identité de temps en temps pour aller où ? Chez lui, dans sa maison, qu'il a toujours gardée pendant la guerre, au Bourdan, dans la Creuse, près de Guéret. Guéret. Voilà. C'était ma petite histoire. Inspiré par le terrier et la boucle. Voilà, parce que la maison de l'orangerie de Blanche Molyneux, elle est à Lyon, et en fait tout le livre est un aller-retour permanent d'enfance entre les différentes maisons de la famille. Tu as parlé des rues d'Assas, mais il y a Saint-Félix. Voilà, et en parlant de briques, je voudrais préciser que la maison de Saint-Félix à Villegly, c'est bon, je l'ai bien dit ? Eh bien, c'est une tuilerie où on fabrique des briques qu'on peut mettre dans le lit. Hein, voilà. Des briques chaudes, bien sûr, comme Yann. Vous venez d'entendre Tiffaine Samoyo et Christophe Prado qui partageaient une page des livres Le Terrier de Franz Kafka et La Boucle de Jacques Roubaud à l'occasion de la journée Partager ses marque-pages à la librairie Ombre Blanche mercredi 13 mai 2026 en complicité avec l'association Le Marque-Page, structure fondatrice du banquet du livre d'été depuis 1995 et avec les éditions Verdier. Réalisation et mise en onde Radio avec Radio Plus et Radio Terre.